Bonjour, bienvenue et bonne semaine. Et puis réjouissons-nous puisque dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Jean Dujardin qui nous revient avec un personnage génialement cucu dans un film déjà culte. Voici vos grosses têtes. Il porte des Santiago tous les jours et la soutane le 15 août. Oui. Jean-Jacques Ferroni. Bonjour. Icône des politiciens maso, Jacques Maillot. Bonjour. Il doit à l'enseignement secondaire la richesse de vocabulaire lui permettant de ridiculiser les énarques, Jean Amadou. Bonjour. À la fois passionné par la femme et par l'automobile, il aura toutefois soulevé moins de capots que de jupes. Vincent Perrault. Bonjour. Prix Nobel du gadget révolutionnaire et complètement inutile, Pierre Bellemare. Bonjour. Alors naturellement, il faut revenir sur la visite du couple Obama. Hein. Oui, mais attendez, Sarkozy et Obama sont deux andouilles. Ils ont été à Strasbourg, ils ont amené leurs saucisses. Franchement. Alors, grande saucisse en ce qui concerne Obama. Oui, belle saucisse aussi. Oui, bien charpentée. Elle n'a pas l'air commode, hein? Non. Je suis pas sûr. Elle a du tempérament, ça se sent. Alors, elle a fait une déclaration importante, peut-être la plus importante des différentes rencontres internationales. Elle a dit au menu des banquets officiels, je préfère beaucoup les frites. Voilà. Oui. Et c'est bien parce que c'est un hommage à la gastronomie du vieux continent. Oui, d'abord. Et puis Obama adore la moutarde de Dijon en plus. Ouais. Voilà. Donc, moi, je lui en veux à Michelle Obama parce qu'elle a offert une guitare à Carla Bruni. Elle va se remettre à chanter. Ah, pourquoi elle s'était arrêtée? Non, elle lui a offert une Gibson, c'est une guitare électrique, comme ça couvrira la voix. Alors, elle lui a offert une très belle guitare qui, paraît-il, vaut très cher. Une Gibson, je dis, c'est les meilleurs. Oui, et en plus, alors, elle l'a embrassé plusieurs fois. Sur la bouche. Elle n'avait pas réussi à embrasser la reine d'Angleterre. Oui, mais elle lui a mis la main dans le dos. Elle lui a mis la main dans le dos aussi. Oui. Mais la reine a répliqué. Hein. Elle aussi, elle l'a enlacé. Écoutez, on a rapporté les propos de la reine à ce moment-là et de son entourage. Ça se résume à deux mots, pas touche. Pas touche. C'est d'ailleurs la dernière personne qui touche la reine parce que Philippe doit plus y toucher beaucoup. Non. Oh, attendez, il avait l'air bien excité par la mère Obama, le prince Philippe. C'est vous vrai. avez regardé? Vous avez pas... Oh, il était là sur le coup, là. Oh là Par là. la mère Obama ou par Obama lui-même? Non, la mère Obama. Ah bon, d'accord. Alors Carla était très belle et on a appris à cette occasion qu'elle était habillée par un de nos amis. Oui. Elle est habillée par le couturier bien connu et qui vient souvent chez nous, Mabille. Oui, absolument. qui a beaucoup de talent, ce type. Beaucoup de talent, énormément Mabille, de talent. hein. Et c'est l'homonyme de Bernard. Mais généralement, il habille plutôt les gens pour l'hiver que pour le printemps. Hein. Et puis, toujours Obama. Ça va mal pendant qu'il est en Europe. Ça va mal à la Maison-Blanche. Ah bon? Alors, pour deux raisons. D'abord, il y a des journalistes qui n'ont pas pu aller en voyage officiel avec lui. S'ils vont pas, il faut prendre des dragées Fuca. Ils ont appelé la Maison-Blanche, le standard de la Maison-Blanche pour avoir des nouvelles. Et là, ils sont tombés sur un téléphone rose. C'est une cellule spéciale de la Maison-Blanche? Oui, il faut dire qu'elle a beaucoup servi. Sous Clinton. C'est le bureau aval, là, tout ça? Oui. Et donc, ça fait mauvais effet parce que ces gens qui ont appelé la Maison-Blanche se sont vus facturer des propos totalement obscènes et n'ayant rien à voir avec la situation Puis en plus, internationale vous imaginez, c'est toujours une voix synthétique. au tarif de 1 dollar la minute. Parce que le type à qui on devait dire tu la sens bien, mais Turquie, ça a dû lui faire drôle, quoi. Il s'est dit je vais pas passer le détroit tout de suite, quand même. J'imagine surtout, si tu appelles pour une fellation, tape 1. Si tu veux te faire fouetter par Karl, tape 2. Vous avez l'air de bien connaître. Il connaît bien ça, le Vincent. Hein? Je me suis retrouvé par hasard un jour sur. Oui, toujours par hasard. Tu peux me donner le numéro? Non mais comment pouvait-on avoir ce genre de conversation en appelant la Maison-Blanche? Parce qu'il y a eu un problème de standard. Et on croit qu'un des standardistes de la Maison-Blanche, parce que c'est un fantasme d'homme, était branché sur un téléphone rose à ce moment-là. Ah, et ça a passé directement à la communication. Oui.
Voilà. C'est intéressant. Et puis alors, je vous disais, il y a un autre problème à la Maison-Blanche, c'est que la fille du vice-président, mais dans vice-président, il y a vice, hein, Oui. elle a été photographiée en train de se mettre dans les narines un produit... Ah, ça se discute, ça se discute, oui. Du sucre discute, vous C'est du croyez sucre en poudre. Oui, peut-être. Alors, peut-être. Alors, il faut qu'elle fasse attention au glucose parce que il y avait beaucoup de paparazzi qui étaient là. Ah, puis le diabète dans le nez, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Les gens de la Maison Blanche ont essayé de racheter les photos pour 2 millions de dollars. Remarquez, dans Maison Blanche, il y a déjà Blanche aussi. Hein, faut pas l'oublier non plus. Hein, ça. Puis là-bas, on suit la ligne blanche aussi. Oui, et puis bon, l'héroïne de ce fait divers, elle a une vingtaine d'années, et c'est pas la première fois que les filles des présidents américains donnent des inquiétudes. Hein. Ah, bah, vous rappelez, les vous vous filles souvenez Bush. les filles Bush Les qui se filles piquaient Bush. le nez régulièrement? Oh là, bah oui. Hein. Mais elle, c'était au dur, hein, avec du Bourbon. Hein. Bière et Bourbon. Bière et Bourbon, c'est... Mais le père aussi, il avait picolé aussi. Hein. Ah, mais il avait Dans sa picolé jeunesse. avant d'être président. Oui, mais dans sa jeunesse, il a beaucoup picolé, mais oui, parce après... que... Et après, les conneries, il les faisait à jeun. Ah oui, Christine Lagarde l'a dit, la chasse au patron est finie. Ah oui, elle l'a Bon. dit ici, elle Il y l'a a dit une ici. saison pour la chasse au patron, comme pour la tourterelle. Oui, hein. oui, ça va être fermé, là. Oui. Est-ce que vous Peut-être chassez pas la très long. tourterelle, vous? Non, non. Non, mais Non, pourquoi choisir cet animal? Ouais. C'est sympathique. Oh, c'est chiant, la tourterelle. Oh, écoutez. Moi, je préfère la bécasse, on est Oui. moins emmerdé. Oui. Ah, alors bien là, vrai. j'ai beaucoup chassé la bécasse. Ah, oui, j'avoue. Nous sommes deux, alors. Et la dinde aussi. et on n'en a pas beaucoup capturé, Mais la personnellement. petite bécasse, vous chassiez la bécassine, c'est ça? Et donc, la chasse au patron qui avait culminé avec des séquestrations, qui s'étaient quand même bien passées, puisque les patrons avaient été séquestrés dans leur bureau, Bah oui. ils avaient couché par terre, mais on sait que la moquette des dirigeants est très épaisse, et d'autre part, les employés en colère avaient porté le petit Le déjeuner. petit le matin. déjeuner, c'est plutôt Bon. sympa. Il avait le droit d'aller au cabinet, tout ça, donc Oui. il n'a pas été obligé de faire dans la corbeille à papier, vous voyez, Ouais, c'est ça. ouais. Bah, il y a déjà Devant le tout le papier. monde. Devant tout le monde. Ah bah oui. Ah, devant la secrétaire, tu t'imagines? Vas-y, connaît la Léon, secrétaire. pousse. Oh là là là. Et puis ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, c'est vieux comme le monde. Mais on s'est aperçu que le moyen de transport le plus durable et en même temps le plus anodin, celui qui ne polluait absolument pas, c'était pas la voiture, c'était pas l'avion, c'était pas le chemin de fer, C'est le vélo. c'est la marche à pied. Ah bah oui. Et oui, et oui. Ah, mais la marche à pied, c'est oui. excellent pour la santé. Et donc, il faut la remettre à l'honneur. Ah, voilà. Ouais. Alors je vous dis ça, si vous pouvez même venir à pied à RTL. Mais on Oui, vient, tout à fait, oui. oui. On vient à pied quand Moi, il y a je des viens à pied, grèves et tout. Je traverse la rue, prends mon café le matin, donc je vais à pied, de toute façon. Moi, il m'est arrivé avec un monsieur que je recevais chez moi en Périgord, quelque chose de très amusant. Il a l'habitude de faire de la course tous les matins, quasiment complètement à poil, juste avec un petit short, dans le bois de Boulogne. Ça le regarde, très bien. Ce qui n'est pas prudent. Et- dangereux, Oui, hein. c'est pas prudent, mais déjà, bon. Mais il n'y a pas beaucoup de bébêtes, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Quand on va, moi, dans ma forêt un peu plus sauvage, en Périgord, il y a le tic qui vous attend. Alors, il part en petit short de la même manière, sans me prévenir. Je lui aurais dit sans ça, gentiment. Et le voilà qui va faire une course à travers la forêt. Oh là. Il est revenu, il y en avait partout, il en avait. On lui a arraché les tics au fur et à mesure. Et je sais pas si vous vous souvenez de Malraux, il était bourré de tiques comme ça. hein. Est-ce qu'il allait dans la Ouais. forêt Oh, disons, il y a eu un poisson d'avril extraordinaire. Là. Il y a eu celui, il faut y revenir parce que c'est drôle, et ça prouve que l'humour peut quand même se situer dans les sphères gouvernementales. C'est le poisson d'avril monté par Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au Très marrant. transport. Très drôle. J'ai pas vu. Il envoie une note, apparemment avec toutes les garanties du sérieux habituel, à tous les membres de son cabinet, en disant, voilà, j'ai l'intention, à chacun de mes déplacements, de m'habiller en fonction du secteur d'activité visité. Bon, alors par exemple, il dit si je vais dans un aéroport, je serai en steward ou en commandant de bord. Si je vais dans une gare, je serai en chef de gare. Et il envoie tout ça. Et les destinataires de la note ministérielle, apparemment, n'y voient pas malice. Hein. Oui. Surtout qu'il avait marqué « m'en parler si ça pose un problème ». Oui. Et ils ont tous renvoyé la fiche en disant « ça n'en pose aucun ».
C'est très marrant. Là où ils étaient emmerdés, c'est qu'ils préparent une visite au bois de Boulogne et là ils cherchent les déguisements brésiliens de partout. Hein, Mais vous savez qu'il est marrant. Hein, il fera pas beaucoup de frais de vêtements. Hein. Mais ça se fait bien. Ségolène Royal était en Afrique hier. Elle était en boubou. Elle s'est mise en boubou. Oui, elle est pas mal d'ailleurs sur les photos. Ah oui, oui, non. Ah ben ça lui fera du bien si elle se met au boubou. Ouais. Ça va Non, ce qui est drôle, c'est que bon, pour l'instant, son fief, c'est surtout le Poitou-Charentes, oui, hein, oui, et qu'elle n'y est pas beaucoup. Oui. Hein. Oui, elle va sauver Euliez, elle a dit. Alors, ce qui a été drôle aussi, c'est qu'il y a des faux patrons du CAC 40 qui, à la suite des mesures prises par le président de la République, ont manifesté leur approbation et leur soutien. Alors, c'était en fait des militants de la base qu'on avait habillés différemment, à qui on avait mis un gros cigare entre les dents. Ah, c'est drôle quand même, hein. Tout de suite, retour des grosses têtes sur RTL. Et oui, en avril, Citroën a encore le dernier mot. Sur Citroën C4 HDI 92 collection suréquipée avec climatisation et option pack panoramique. Profitez de 4 000 € d'avantages clients, dont 700 € de bonus écologique. Et en plus, pour la reprise d'un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse, Citroën double le super bonus gouvernemental de 1 000 €. Citroën. Créative technologie. Économie de 2 750 € et avantage d'équipement de 550 € réservé aux particuliers non cumulables dans le réseau participant jusqu'au 30 avril. Conditions sur citroën.fr. Et sur RTL, on retrouve la suite des grosses têtes avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Jacques Maillot, Vincent Perrault et Pierre Bellemare. Le coup de sang. C'est Jean Amadou qui s'y colle. Quoi de plus sympa qu'un œuf, chantait Pierre Perret. Eh bien, le temps de l'œuf sympa est révolu. Les poules pondeuses sont aujourd'hui gavées d'anxiolytiques. Pourquoi sont-elles angoissées? Parce qu'on les enferme dans une cage large comme une feuille de papier. Devant elles, un tapis roulant emmène la nourriture. En dessous, un autre récolte les fientes. Et derrière, un troisième tapis collecte les œufs. Vous ne seriez pas angoissé, vous, si on vous mettait à ce régime. Nourris au tourteau, électrocuté à 42 jours, de quoi faire hurler de désespoir les volailles que les ventres jaunes élèvent en plein champ entre Bourg-en-Bresse et Louhans. En laboratoire, on prend par exemple du soja. Pour en extraire des protéines, on triture, on ajoute des colorants et des arômes, et au miracle, on obtient des petits lardons sans lard et de la chair de crabe sans crabe. Les Américains sont à la pointe de ces recherches, bien sûr. Ils ont découvert, par exemple, que les poules, voyant autour d'elles le monde en rose, pondaient davantage que les autres. Qu'ont-ils fait? Gagné. Ils leur ont mis des petites lunettes en plastique. Quand les poules auront des dents, disait le dicton, quand les poules auront des lunettes, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils font des recherches, les Américains, pour obtenir des tomates cubiques. Bon, pourquoi pas, c'est plus facile à mettre en cajou. L'œuf cubique ne saurait tarder. Les poules aujourd'hui chantent après avoir pondu, désormais elles feront aïe. Mais le plus beau est à venir. Les chercheurs en neurosciences de l'université de San Diego sont aux anges. En introduisant dans un œuf de poule une cellule embryonnaire de caille, ils ont obtenu un animal qui a l'apparence de la poule et qui margotte comme une caille. Vous me direz à quoi ça sert? Eh ben quand même, un chat qui se met à aboyer, ça fout les jetons à un cambrioleur. Ah bah oui, quand même. Mais à San Diego, on s'en tient pas là. On pense à l'avenir. Avec un embryon de porc dans la cellule d'un poussin, vous pouvez obtenir une poule qui pond des œufs au bacon. En croisant un canard avec un hippopotame, vous mettez les foie gras à la portée de toutes les bourses. Le 1000 pattes couplé à un poulet et vous avez 1000 cuisses avec un seul volatile. Un cochon avec un éléphant, c'est le restaurateur maintenant qui a 2 jambons qui lui font toute l'année. Sans parler bien sûr du goût délicieux de la trompe de cochon. Quant au croisement d'un cheval et d'une girafe, il gagnerait obligatoirement l'Arc de Triomphe, ne serait-ce que d'une encolure. Alors, les cuisiniers de demain vont être à rude épreuve. Comment accommoder le gigot de morue ou les pieds de turbo, sans parler du temps passé à enlever les arêtes de la dinde? D'ici quelques années, le maître d'hôtel de Qui-Savoie présentera le plat aile de mouton nappée de moelle de sardine accompagnée d'un œuf de sanglier. Je suggère que soit inscrit dans la Constitution la résistance aux pot-au-feu chimiques, aux œufs de jument en meurette et à l'épaule de maquereau arrosée d'un Saint-Émilion aux protéines de manioc. Voilà. Eh bien, on vous suivra. Bravo. Bravo, Jean Amadou. Avant que notre invité d'honneur nous rejoigne, je vous rappelle que je suis entouré aujourd'hui par Jean-Jacques Perroni. Présent. Par Jacques Maillot. Présent. Par Jean Amadou. Présent. Par Vincent Perrault. Raison. Et par Pierre Bellemare. Et puis, notre invité d'honneur.
3 ans après, et toujours avec OSS 117, il ambitionne de passer du grand succès au triomphe. C'est Jean Dujardin. Bonjour Jean Dujardin. Alors une coïncidence heureuse veut que vous soyez sur tous les fronts ce soir sur M6 avec la diffusion du premier OSS 117. Oui. Et puis dans 2 jours avec le deuxième, je dis pas second parce qu'il peut y en avoir d'autres, mais vous voici placé en garde à vue. Jean Dujardin, avant la sortie du film, prévoyez-vous de vous ronger les ongles encore plus ras que d'habitude ? A priori, non, ça va. Ça se passera, je pense, 24 heures avant, c'est possible. Une petite inquiétude, mais non, ça va. Est-ce que Hubert Bonisseur de La Batte, qui est le héros créé par Jean Bruce, avait à l'origine un pois chiche dans la tête ? C'était les années 50, alors peut-être aussi en même temps, mais non, je pense pas. Non, a priori non. A priori non. Non, a priori non. C'était sérieux. C'était sérieux. Est-ce qu'il est gratifiant de se présenter comme un crétin magnifique ? Oui, c'est un peu la base, c'est un peu la charte, je trouve, de la comédie, quoi, en tout cas. Oui. Et en plus, c'est quand même une performance de se montrer à la fois génial et débile. Oui, espèce de con magnifique, j'aime bien ça, oui. Ça me plaît bien, c'est assez libérateur, oui. Est-ce que vous êtes comédien ou schizophrène ? Les trois. Oui. Mais non, écoutez. Oui, forcément. Oui, forcément. Forcément schizophrène. Hein. Qu'est-ce qui vous fait parfois croire que vous êtes un imposteur ? Je sais pas, peut-être mon enfance, en fait. Peut-être que j'y crois pas vraiment, en fait, à tout ça. Et finalement, ça me maintient. Cette espèce de doute me maintient, finalement, dans... Mais tous les comédiens sont des imposteurs, en même temps que des schizophrènes, hein. Oui, non, mais c'est peut-être que les choses se sont comme ça enchaînées, et que finalement, je subis plus, et c'est plutôt agréable. Alors, une question un peu plus métaphysique. Qu'est-ce qui vous a convaincu de montrer pour la première fois vos fesses à la caméra ? Une forte envie d'abîmer l'image du héros, quoi. Voilà. Oui. Ah ben non, écoutez, ça l'abîme pas, les fesses sont très présentes. Écoutez, tant mieux. C'est nouveau, ça. Voilà, un connaisseur, enfin. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'environnement professionnel féminin que vous offre la production vous met en transe, personnellement ? Non, pas longtemps. Attendez, il y a une photo qui m'a fait rêver. Il y a 16 dames extraordinairement belles, qui ne cachent pas grand-chose d'ailleurs de leur beauté, qui sont autour de vous et qui vous regardent toutes avec les yeux de l'amour. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je suis un imposteur, j'y crois jamais, moi, ça, je m'y habitue pas, donc... Il y en a bien une sur 16 quand même qui a eu une petite faiblesse. Vous allez en parler à ma femme, tiens, avec Mais non, Philippe, ce sont des bonnes comédiennes, absolument, c'est tout. Voilà. Non, mais attendez, alors un casting, comme on dit, incroyable, hein. Où est-ce qu'ils ont été trouvés tout ça ? Au Brésil. Oui, forcément. Oui, c'est pas un mythe, c'est ça. Il n'y a pas de copains de régiment là-dedans. Il n'y a pas de copains de régiment, non. Est-ce que le vocabulaire un peu alambiqué est une source supplémentaire de comique ? Oui, enfin en tout cas c'est quelque chose de très agréable qui appartient tout à fait au personnage, mais c'est vrai que les phrases comme c'est quelle pataquès ou alors c'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui ne veut rien dire d'ailleurs, c'est très agréable. C'est bon de dire des choses qui ne veulent rien dire avec un air convaincu. Hein. Oui. En plus il y a une scène assez drôle dans le film où il sort de son sommeil, il se réveille, il a bu des caipirinhas et il ressort en disant mais je vous en prie, d'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps. C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée. Voilà. C'est-à-dire qu'il est assez génial pour sortir ça au réveil. Oui. Il faut dire que s'il arrive à emballer avec ça, la dame, elle n'est pas finaude. Hein. de toute façon, oui. Est-ce que Pierre Bellemare, qui dans le film, je vous l'apprends ou je vous le révèle, ou je le confirme, parce qu'on a quand même vu déjà des photos, qui est votre chef. C'est mon patron. C'est votre patron, votre supérieur hiérarchique. Est-ce qu'il a été bon dès la première prise ? Il a été assez évident tout de suite, en fait. Tout de suite. C'est vrai qu'il est très à l'aise, même dans les faux fous rires, parce qu'on devait avoir un faux fou rire. On a fait les deux scènes du début et scène de fin. Oui, je me suis interrogé sur ce faux fou rire. Est-ce que le dialoguiste était parti faire pipi ou qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais c'est le niveau d'humour finalement du patron et d'Hubert, quoi. Voilà, il communique là-dessus. Il a une belle tête de responsable de service d'espionnage. Non, mais moi j'étais ravi quand Pierre vous dit je vous envoie à Rio de Janeiro. C'est quelque chose, ça marchait tout à fait. Il était tellement évident. Il était tout à fait évident, quoi. Et, on s'est vraiment amusé pendant 2 jours. Il a dû être un peu frustré parce que la scène a été tournée à Paris. Hein. Ah bah oui, ça se passe à Paris. C'est le départ. On l'envoie à Rio. Bon. De quel folklore s'inspire votre chorégraphie personnelle? Quand vous dansez, quand je danse sur Dean Martin, c'est spontané. C'est assez spontané. J'ai demandé une musique comme Gentle of My Mind et chaque fois c'est sorti comme ça. J'aime bien swinguer. C'est venu rapidement entre mes chinoises. Enfin, est-il exact que vous soyez capable de chanter Bambino en arabe? Encore là? Oui. Ah oui, je le sais à vie, oui, bien sûr. On peut avoir un petit échantillon. Bah alors ça. عينك بكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم مليوك اليوم وليت محموم راكبين الناس تمشي في الشارع حواس وكل ليلة قدام بابا تستنى حبيت وسوس ديال بلبل وفي بالي راك تضم قالوا لي وليت معبول ما زلت برجع بعالو تلعب مزيان بلا موندولين يا ولدي بامبينو. Je le sais à vie ça maintenant. C'est du véritable arabe ou vous dites n'importe quoi? Il paraît que je dis quelque chose, mais c'est pas la recette. Non, c'est pas la recette des crêpes. RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Pourquoi changer d'époque, mais toujours dans le passé? Alors, on se souvient que le premier de la série, vous distribuiez des photos du président Coty oui. À des Égyptiens qui ne savaient pas quoi en faire, d'ailleurs. Oui. Et là, alors, on a remonté un peu on dans est 12 ans après, on est en 67, et on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un 2 marche ou ne marche pas? Et c'est vrai que le fait de le passer 12 ans après, ça change l'époque, les mentalités changent, les gens changent, les gens lui répondent, et forcément, lui ne change pas. Donc forcément, ça change le film. Oui. Donc c'était la bonne idée, je pense. Et pourquoi aller à Rio et pas en Israël, puisque vous fricotez avec une espionne du Mossad? Je pense que ça aurait été moins drôle, bizarrement, en Israël. Et puis, je sais pas, Rio, c'est un peu l'idée de la carte postale aussi. Le carnaval de Rio est mieux que celui de Tel Aviv. Non, mais c'est un peu l'idée, là, c'est la destination pour un 2, voilà, ça a du souffle. C'est vrai que vous posez la caméra à Rio, vous avez tout, quoi. Donc, et que viennent faire à vos côtés les catcheurs mexicains? Ça, il faudra demander. Ça vient du cerveau malade de Michel Hazanavicius. Je sais pas pourquoi. C'est un malade des films mexicains. Catcheurs mexicains. Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est son truc. C'est un fantasme personnel. Complètement. Alors, est-ce qu'il y a dans ces 2 films, sans doute, l'arrière-pensée de ridiculiser James Bond et ses semblables? Il y a une envie de casser le jouet, c'est sûr. Oui. C'est pour ça qu'on part pas sur une franchise, on part sur un anti-James Bond et il y a une grosse envie, effectivement. Si jamais il y a un 3 un jour, ça dépendra éventuellement s'il y a un succès que celui-ci, mais il y a une envie, effectivement, de tuer le héros, enfin de honte en tout cas, qu'on n'ait plus envie de le revoir du tout. Ouais. La vie est chère à Rio? La vie est très chère à Rio. Ouais, ça a été compliqué. C'est compliqué de monter des films à Rio, mais ça s'est bien passé. Alors, on ne pouvait pas ne pas évoquer, à propos de ce film, l'homme de Rio. Personnage mythique incarné, lui, par Jean-Paul Belmondo. Et on a retrouvé dans notre sonothèque un témoignage de Bernard Tapie. Belmondo, ça, c'est pas des conneries. Un jour, il sort de l'hélico. Et il venait de faire un truc de malade, accroché après l'hélico, 50 mètres pendant je sais pas combien de temps. Et les techniciens qui étaient là, qui le voient vraiment faire, étaient sur le cul. Et pendant le repas du midi, où tout le monde partage un très mauvais repas dans les tentes, les techniciens disent, tu vois, franchement, maintenant qu'on t'a vu faire, on le ferait pas, même pour 500 000 balles. Et Bébel a dit, moi non plus. Est-ce qu'il a été difficile? C'était sur Peur sur la ville, ça. C'est quand il était sur le métro. Exactement. Est-ce qu'il a été difficile de trouver un acteur allemand pour incarner un nazi dans une comédie française? Rödiger Vogler, il est allé le chercher, mais il habite Paris d'ailleurs, cet acteur allemand. Mais oui, il a emménagé en 42. Il habite 12 rue Lauriston. Il va être content, tiens. Non, mais c'est vrai, ça pose un problème. Non, c'est comme dans le premier, il fallait un acteur américain, un acteur allemand.
naturellement, on fait Yana, et puis Rudy Gordon. Quel est votre truc pour paraître avoir le regard vide, alors qu'au naturel, je l'atteste, il est tellement intelligent? J'en sais rien, je dois m'oublier un peu. Vous savez, c'est très instinctif. Et vous pensez à quelque chose? Vous efforcez de penser à rien? Rien du tout, ça m'arrive. Hein. Non, mais je vous jure, c'est une espèce de thérapie, quoi. Je suppose que je dois passer par l'enfance, en fait. Je dois être comme ça, cette espèce de petit garçon qui regardait sans rien comprendre. Et voilà. C'est peut-être comme ça que je rachète le personnage aussi. Parce qu'il dit tellement de conneries qu'il faut quand même l'aimer aussi. Oui. Et quel est le truc pour vous tordre de rire sans aucune raison? Voilà. Ça vient du ventre. Dans RTL Matin, juste après les grosses têtes de nuit, ne manquez pas le meilleur expert de la vie publique. L'édito politique d'Alain Duhamel sur RTL à 7h45. C'était l'amour et c'était l'hiver. L'hiver et les sapins verts. C'était l'hiver et ses dangers d'hiver. L'amour et ses revolvers. C'était l'amour et ses baisers légers sur les pentes enneigées. Le 21 mars, l'hiver est parti. L'amour aussi. C'était l'amour et c'était le printemps. Lilas mauve et lilas blanc. C'était l'amour, les jeux auxquels on joue. Croquer le nez, manger les joues. C'était l'amour et sa rime légère. Hypocrite et printanière. Le 21 juin, le printemps s'enfuit. L'amour aussi. Jolie maison bourgeoise, directement sur la plage. C'était l'été comme tu te baignais nu. D'autres garçons sont venus. Tu riais, tu te laissais embrasser. Alors mon cœur s'est lassé. Fin septembre, l'été tourne court. Aussi l'amour. C'était l'automne, dans le grand parc où frissonne, parlant de nous, de nos baisers en allée, en marchant dans les allées, disant de l'amour pour quelle raison, ce n'est jamais la saison, disant de l'amour pour quelle raison, ce n'est jamais la saison. Ce n'est jamais la saison. Ce n'est jamais la saison. À tout moment, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur rtl.fr. Une première citation de Madame Cauchois qui a dit « J'aurais voulu être espion, mais il fallait avaler des microfilms et mon médecin me l'a interdit. » Woody Allen? C'est Woody Allen. Bonne réponse de Vincent Perrault. Alors, il se trouve que parmi les grosses têtes qui, hélas, nous ont quittés, figure Léon Zitrone, et que nous avions fait ici à Léon Zitrone, sans trop nous préoccuper des dommages collatéraux, une réputation d'espion du KGB, et que ça l'importunait souvent. Je rentrais de voyage de l'étranger, je portais les bagages à main, et ma femme portait nos passeports. Et elle donne les passeports
au contrôle, là, à la sortie. Oui, Léon. Et le gars tamponne le sien, et puis au moment où il allait tamponner le mien, il y a un de ses collègues qui le regarde et qui lui dit quelque chose à l'oreille. Le type rigole, curieusement, met le tampon et on passe. Et je dis à ma femme, mais qu'est-ce qu'il lui a dit à l'oreille, tu as entendu? Elle me dit, oui, il a dit que tu étais un espion du KGB. Quand vous dites quelque chose aux grosses têtes, ça va bien, mais quand un type en uniforme vous dit ça au moment de vérifier votre passeport, et que vous vous êtes coltiné les 2 valises de votre femme remplies de choses achetées en duty free, eh ben, l'humeur est tout à fait différente. Ceci étant, vous êtes une belle bande de salopards. Vous voyez qu'il faut se méfier de ce qu'on dit comme ça sur le mode plaisant. Bon, ça, vous me direz, c'est un peu personnel et ça ne nous regarde pas. Mais enfin, si on ne se mêlait pas de ce qui ne nous regarde pas, il n'y aurait plus de presse et plus de radio. Pourquoi, alors qu'à l'écran, Chouchou épousait Loulou, à la ville, Jean et Alexandra vivent encore dans le péché? Oui, en tout cas, c'est très personnel. Oui. Bah oui. Et là, je vous prie de m'en excuser. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous seriez passé devant le maire, voire devant le curé, sans aviser les paparazzis? Il n'y a pas une page de pub, il n'y a pas un truc, là, non. Il n'y a pas une chanson, n'importe quoi. Envoyez un disque. Envoyez un disque. Et qu'avez-vous dit, Alexandra Lamy, pour qu'elle vous propose un rôle dans le film qu'elle va bientôt réaliser? J'ai pas le choix. Ça reste entre nous. Vous voulez dire que ça s'est passé sur l'oreiller? Ben, un petit peu. Un petit peu, je vais pas quand même me merder le week-end comme ça. C'est là qu'on devrait passer ces auditions. Est-ce que le casse de Brice avait été un succès? La musique, le casse oui, ça a dû aider, oui, ça a dû forcément. Un gros succès. Ça a contribué à la promotion. Tout le monde venait de l'air, comment c'était? Le casse de Brice, non, je m'en souviens plus trop. Non, moins que Bambino, bizarrement. Oui, c'est le casse en fait, de Brice, tu retiens plus un traditionnel en arabe qu'une chanson française. Oui, pourquoi faire simple, c'est vrai. Il n'est pas schizophrène après ça. Hein. Alors, il est non seulement schizophrène, notre ami Jean Dujardin, mais il est aussi hypochondriaque. Comment ça se traduit dans la vie quotidienne? Bah, j'essaie de me soigner quand même, de plus en plus. J'essaie de penser au présent et de ne pas anticiper sur ce qui ne va pas se passer. Un hypochondriaque essaie de se soigner, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'est. Oui, comme un jaloux, comme un... Mais par exemple, est-ce que, comme Michel Drucker, vous prenez votre tension 2 ou 3 fois par jour? Non, je vais pas assez chez le médecin d'ailleurs. Non, je fais beaucoup de sport. Est-ce que vous avez des cachets autres que ceux versés par la production? Tout, absolument pas. Non, essentiellement des vitamines et... Ah bah c'est bien c'est bien la vitamine. Non, et je cours, c'est tout. J'anticipe. Deuxième citation de Madame Pleine de Grâce qui a dit: le cinéma, c'est comme faire l'amour par correspondance, tandis qu'au théâtre, on fait l'amour dans son lit. C'est Guitry, ça? Non, c'est quelqu'un qui est de notre temps, que nous connaissons bien, que nous aimons bien, qui est déjà venu plusieurs fois aux grosses têtes. Une actrice? Dabadi? Non, qui est un comédien. Jean-Pierre? Non. Pierre Arditi? C'est Pierre Arditi. C'est Jacques. Hein. Bonne réponse de Jacques Maillot. Pierre Arditi. Et vous allez refaire du théâtre? Parce qu'après 2 sur une balançoire, c'est tentant, non? C'est assez tentant, ouais, d'imaginer. Oui, je sais pas, peut-être l'année prochaine, il faudrait que je trouve une pièce un peu plus courte que la dernière. Parce que c'est vrai que c'était épuisant. C'était assez épuisant. Non, enfin, c'était une pièce assez lourde, même en couple, quoi. Et je voudrais revenir sur quelque chose de plus léger, peut-être. C'est agréable de retrouver dans le boulot la dame avec qui on vit. Très agréable. On s'est connus comme ça. Hein. De toute façon, c'est d'abord un coup de foudre professionnel. Donc, ça permet de prendre qu'une voiture pour aller travailler. Et qu'une chambre pour les productions, oui, non, bien sûr. Ah, je vais vous faire maintenant entendre quelqu'un qui, comme vous, a une réputation de séducteur, parce que vous en avez une, hein? Bon, oui. Vous la démentez souvent. Non, c'est-à-dire que c'est depuis OSS, je suppose. Les gens mélangent un peu les images. Et puis c'est pas parce qu'on vous fait des offres que vous les acceptez. Absolument. Hein? Non. Eh bien, lui aussi, grand séducteur, refusait cette réputation. C'était Omar Sharif. Oui, mais c'était une réputation que je ne sais pas d'où elle vient. Je crois qu'elle vient du fait que j'ai été célibataire pendant 35 ans et que donc chaque fois que je dînais avec une jeune dame, on pensait que ça se terminait dans la chambre d'hôtel ou dans la chambre, quoi. Mais en réalité, c'était pas vrai. J'ai jamais été séducteur. J'ai jamais essayé de séduire. J'ai jamais séduit vraiment personne. J'ai eu moins de petites amies que tous mes copains. Il n'y en a pas un qui n'en a pas eu plus que moi. J'ai toujours été jaloux de mes copains parce qu'ils avaient tout le temps des petites amies.
Ils n'avaient plus de petites amies dans leur chambre, mais vous, à la porte, vous en aviez des dizaines. Oui, mais ça ne sert pas à la porte. RTL, 3h, 4h30, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous avez demandé à avoir au téléphone Antoine Duléry. Eh bien, vous allez l'avoir. Ah, bah c'est gentil. Voilà, vous l'avez. Antoine ? Antoine. Oui, Jean. Oui. Mais quelle surprise. Ah oui, voilà. Ça va? Bah voilà, c'est ce que je dis toujours, j'aime beaucoup, je me dis, à vouloir saisir l'insaisissable, ne risque-t-on pas de perdre l'essentiel? Il le tient bien. Vous avez l'air bien complices tous les deux. Oui, mon cher Philippe, je suis très heureux de vous entendre. Vous savez, je suis un fidèle supporter de votre émission, qui est une émission toute jeune, et je suis content qu'elle démarre bien. Je crois que la première est avec Jean, donc il va vous porter chance, et à mon avis, vous allez en faire une deuxième. Dites donc, c'est vrai que vous avez couché ensemble? Oh la vache, mais oui, on a couché 2 fois ensemble, ça la jante féminine ne le sait pas. Et j'ai eu la chance de coucher 2 fois avec Jean, et c'est des nuits inoubliables. Après, si vous voulez rebasculer dans l'hétérosexualité, ça a été très difficile. Mais alors, quels sont ses points forts et ses points faibles? Alors, ses points faibles, vous voulez au plumard? Oui, ah bah oui. Le fist. C'est amusant parce qu'effectivement, on tournait un film ensemble, on a fait 2 films, enfin on a fait plusieurs films ensemble, mais à chaque fois j'ai eu des problèmes de cartes. Vous savez, ces cartes à la con magnétiques là, qui marchent jamais, donc j'étais obligé de frapper à la porte de Jean et il m'a gentiment hébergé. Et effectivement, nous avons vraiment dormi, mais évidemment, tout bien, tout honneur, il a eu le droit d'avoir ma face et d'avoir mon haleine fétide du matin, avec un plaisir non dissimulé, et sur mariage et sur brise de nid. Alors il bouge beaucoup, il prend toute la couverture, et il récite son texte en dormant. Alors c'est très chiant parce que vous ne dormez pas de la nuit, vous avez des espèces de Molière, de Racine, de Brice de Nice, tout ça se mélange, on est un peu dans le classique, dans le moderne, puis de temps en temps, il y a c'est l'endroit qui est pas bon. Il y a un geste de Belmondo qui sort. Ça c'est dans Flicou Voyou. Et se réveiller avec Bambino en arabe, ça doit être curieux. Bambino en arabe. Mais c'était avant Bambino. Il le répétait déjà, vous avez raison, parce qu'il est un peu médiocre. Il sait les films qu'il va faire dans les années futures. C'est un génie. Avez-vous déjà vu Rio ne répond plus? Ouais, j'ai vu, c'est génial. Et on l'a vu avec Jean Jean-Paul. m'a gentiment invité, puisqu'il l'a montré à notre ami Jean-Paul Belmondo, et il est super. C'est un film vraiment très réussi, et Jean est absolument divin, comme d'habitude. Vous n'êtes pas gêné par un personnage qui est à la fois machiste, homophobe et antisémite? Ben non, c'est tout moi, je me suis pas Mais c'est pas vrai, ils m'ont observé pendant 1 an et demi, quoi. J'étais au paquebot à Saint-Cloud, c'est là où on a écrit la première version du scénario. Non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'autodérision. La force de Jean, c'est que non seulement il est beau gosse, il y a très peu de gens de sa génération qui savent avoir cette autodérision et avoir beaucoup d'humour et jouer les idiots ou les stupides avec autant d'intelligence. Il faut être très intelligent pour jouer les gens un peu décalés. Il a cette dérision, il a cet humour sur lui-même qu'ont très peu d'acteurs. Ouais, et c'est pour ça qu'il se rapproche de Belmondo. Et puis un talent qui lui permet d'être grand, même à côté du Corcovado. Hein. Ben oui. Et le Corcovado, ça culmine à combien, dites donc? C'est énorme. Hein. Très très haut, ouais. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs étages. Et quand mètres, un truc comme ça, non? À peu près 30 mètres. Quand on est au premier, on a le vertige, hein, déjà. Ouais, hein. Ah oui. Merci Antoine Duléry. Merci Antoine, merci pour hier encore. Alors, on se remémore à propos de la sortie du 2e film, mais aussi de la projection ce soir sur M6 du premier, ce qu'on appelle les répliques cultes. Hein. Oui. Vous vous en souvenez? Oui, dites-moi. Par exemple, vous dites à une dame, vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon. Ah, oui, oui. Ça, c'était en Égypte, évidemment. En Égypte, hein, oui. Il y a une femme qui vous demande de faire l'amour et vous lui dites non, pas envie. Non, pas envie. Ah, ça, c'est au moins, c'est clair. Oui. C'est très rare dans un film que le héros dise à une femme non, pas envie. Mais il y a quand même dans le même film, dans les répliques cultes, Bérénice Bejo qui lui envoie dans la tête à un moment donné faire l'amour avec toi, alors que tu sais, quand tu voulais faire taire le Mézouine, plutôt forniquer avec un porc un soir de Ramadan que de faire l'amour avec toi, ce qui quand même est sauvage. Ce qu'on voyait quand même pas mal. Oui. Ça, quand on prend c'est vrai que le premier a permis d'aussi placer le personnage. À propos d'animaux de cinéma, on vous a récemment posé la question sur ce qu'était devenu le hamster qui, dans 99 francs, a été obligé d'ingurgiter de la coke. Oui, c'est gentil, s'inquiéter pour le hamster. Non, alors en fait, il y avait... Oui, parce que le hamster mourait effectivement dans le film, mais en fait, il y avait 2, je rassure, il y avait 2 hamsters. Un congelé
et un vrai. Voilà, donc on les remplaçait, quoi. Mais le premier l'hamster est arrivé mort, évidemment, congelé. Ah oui, c'est celui à qui on a donné de la coke, il était congelé. C'est pas de la coke, c'était du glucose. Ça va, c'est gentil pour un hamster, tout va bien. C'était une production à petit budget. Oui, un petit budget, ouais. Est-ce que Lucky Luke sera plus finot que OSS 117 ? Ah ben, de fait, oui. Lucky Luke, de toute façon, est un personnage intègre, loyal, et je ne peux absolument pas le trahir. Donc, oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner peut-être une idée pour le scénario de ce grand film que vous tournerez bientôt. C'est une histoire qui se passe au Far West et qui nous avait été contée ici par Sim. C'est un Indien qui est couché par terre, il a l'oreille sur le sol, comme ça. Et il y a des cow-boys qui arrivent, ils s'arrêtent, ils voient cet Indien-là, ils disent « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Il y a une diligence. » Une diligence. Et le cow-boy fait, c'est formidable ce qu'ils entendent les Indiens en mettant leur tête sur le sol. Il y a une diligence, il y a 6 chevaux, il y a 2 cochers, il y a 4 personnes dedans, il y a 4 roues, 3 mâles au-dessus. Il fait, mais comment vous pouvez prévoir ça? Je prévois pas, elle vient de me passer dessus. Philippe Bouvard et les grosses têtes. 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Question Monsieur Brémond de Dijon. Lors d'une réception des Arts et Lettres à l'Élysée, à qui le général de Gaulle dit-il « Vous m'avez fait souvent rire et aussi parfois pleurer ». Bourvil? Non. Fernandel? Fernandel. On n'était pas loin. Bonne réponse de Jean Amadou. Eh oui. Non. Non, c'est Jacques. Non, c'est Jacques. Ah, pardon. Jacques Amadou. Ah, oui, c'est Jacques Amadou, voilà. Non, comme il était mort depuis longtemps, je pensais que c'était Jean Amadou. Ça. Et dans le film Papy fait de la résistance, demande Monsieur Plumard. Oh, monsieur. Ben, il s'appelle comme ça, il en souffre, sauf le soir quand il se couche. Oh, bah, Dans le film Papy fait de la résistance, à quel sport se livrent Carrel et Brialy? Au tennis. Au tennis. Oui, Bonne réponse de Péroni. Au pénis? Mais non, pas au tennis, mais non. Alors, parlez-nous un peu des jeunes femmes qui vous entourent. Belle, naturellement. La OSS Girl, c'est Louise Monod. Oui. Et il y a aussi Rim Kérissi, voilà. Qui est un peu, effectivement, Louise Monod est un peu le pendant de OSS. Ça fonctionne un peu comme un duo, quoi, puisque c'est un peu la conscience et l'œil du spectateur, et c'est elle qui remet en place aussi Sabruti. Donc elle est très importante pour le coup, parce que c'est Pour le coup, oui, ça, c'est vrai. Hein. Bah oui, parce mais que belle, hein. Très jolie, oui, bien sûr. Ah oui. Ça vous a marqué. Je pense qu'elle s'est vraiment amusée. Ouais, avec, on lui a fait une belle teinture rousse, les robes à la Courrèges. Enfin, c'est sympa pour une comédienne aussi, effectivement. Oui. C'est rigolo. Il y en a d'autres. Et il y a Rim Kérissi aussi, qui est un peu le porte-avions du film. Hein, qu'on appelle Rim Kérissi Korsakov aussi, parce qu'elle aime la musique. Voilà, qui est Carlotta dans le film, effectivement, et qui est la petite copine de Van Zimmel. C'est pas Carlita, qui est non, il y a beaucoup de elle danse tout le temps, cette jeune femme. La dernière dont vous venez de parler, parce que j'ai doublé à un moment donné avec elle. Elle danse tout le temps. Ah, dans la vie, vous voulez pas? Oui, elle est assez enjouée. Oui, c'est vrai. Oui, très très enjouée, parce qu'on était dans un studio de doublage, qui n'est pas un endroit tellement de danse. Un studio ou un hôtel ou un studio? Non, un studio. Non. J'aurais bien rêvé. Non, mais trop vieux. Bon. Mais cela dit, elle était étonnante. Elle fait des bons. Ah oui, elle était très heureuse. Elle était très heureuse, même sur le plateau. Elle devait rester 6 jours sur le tournage. En fait, elle est restée 3 semaines. Ah ouais, donc elle est fatigante et elle s'incruste. Elle est étonnante, étonnante. Non, mais c'est des gens assez, ça fait du bien sur des plateaux aussi, comme les Antoine Duléry, etc. Ce sont des gens joyeux et qui donnent un ton et une humeur au film aussi. Alors, je regarde des photos sur lesquelles vous apparaissez en petite tenue de bain. Ouais, un petit maillot de bain. Alors, 60, fin 60. Quel plastique. Hein. Oh, non, j'ai le corps de l'époque quand même. C'est pas non plus. Non, attendez, c'est pas retouché ça. Hein. Ah non, c'est pas retouché. Non. Philippe, le gras il vous a dit tout à l'heure qu'il faisait du sport, Jean. Donc il y a de l'entraînement physique derrière ça. Un petit peu. Il y a un peu de course et puis il y a un petit coach qui vous aide pendant 5 mois pour. C'est une grosse promesse à l'agent secret. Donc c'est vrai que plus le décor est beau, plus l'agent secret donne illusion, plus la connerie marche. Quoi. Mais tu dis c'est une grosse promesse, rien à voir avec le maillot de bain, la grosse promesse. Absolument non. Non. Allons. En tout cas, j'ai un très joli pull aussi au début du film, un peu dans un chalet à Gstaad comme ça, avec un pull Jean-Claude Killy. Très coloré. Oui, j'aime beaucoup. Vous avez fait la gloire de Jean Marais, le pull. Hein.
Oui. Dans le premier film de Jean Vintage. En tout cas, la photo que j'ai sous les yeux et que j'ai décrochée parce qu'elle avait déjà fait l'objet d'un sous-verre accroché dans ma chambrette, illustre à merveille la belle vie, quoi. Alors d'abord, on est à Rio, il fait beau. Hein, il fait beau, oui. Un peu chaud souvent, mais beau. Oui. Bon. Ensuite, il y a des jeunes filles pâmées, enfin jeunes filles, on demande la visite médicale, hein. Des jeunes filles pâmées réunies autour de vous. Oui. Vous avez un verre à la main, il doit y avoir un petit alcool c'est du cinéma, c'est oui, bien sûr. C'est un mélange d'eau et du café teinté. C'est un brandy ou un guignolais, je ne sais plus. Des lunettes de soleil pour pas être reconnues, mais ça c'est raté. Bien sûr. Hein. Et visiblement, alors elles attendent tous un signe de votre part. Hein. Oui, c'est des images qu'on a volées. On tournait la scène de la piscine et puis on s'est dit on va faire un petit teaser, une petite présentation avec ça. Effectivement, c'est un très très bon souvenir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans la salle de jeu, quoi. On est dans la référence de gosse, quoi. L'agent secret, en plus c'est à Rio. Enfin, je veux dire, c'est. C'est vrai que c'est une mythologie un peu enfantine, pour ne pas dire infantile parfois. J'ai l'impression que c'était quand même un long samedi quand j'avais 8 ans, quand je jouais dans les meules de foin à l'agent secret. Bon, là seulement c'est 14 semaines. Vous jouiez peut-être pas qu'à l'agent secret dans les meules de foin. Essentiellement. Essentiellement. Les intentions sont très pures. RTL, si vous ne fermez pas l'œil, ouvrez l'oreille. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Mon coup de sang. Non, il y a un mot qui revient souvent. C'est pas un coup de sang, je suis pas en colère. C'est que ça m'énerve, mais pas que pour moi d'ailleurs, pour toute une génération aussi d'acteurs. C'est qu'on dit souvent bankable. C'est assez insupportable ce mot parce qu'on a l'impression que c'est essentiellement basé sur un plan financier. Voilà, qu'on est finalement c'est-à-dire c'est un acteur qui est rentable. Qui est rentable, voilà. C'est juste. Écoutez, on dit ce que tout le monde pensait depuis des années, hein. Ouais, mais je sais pas, c'est un peu fatigant, c'est un peu des raccourcis, quoi. J'ai l'impression que c'est pas que ça non plus. Est-ce que tu crois pas que c'est irritant pour celui qu'il est, alors que tous les autres acteurs aimeraient bien le devenir? Mais justement, c'est pour ça, faut pas que ça réponde justement qu'au staff, malheureusement, par exemple, je prends l'exemple de Brice de Nice, c'est-à-dire que Brice de Nice, heureusement pour moi, mais malheureusement aussi, c'est-à-dire que ça répond aussi à une règle, à un moment, c'est le plus grand nombre, c'est le box-office. Vous faites 4 millions d'entrées, voilà, vous rentrez dedans, vous êtes bankable, vous pouvez monter des films, etc. Donc c'est une grande liberté, c'est vrai que c'est bien, mais c'est absolument plus référencé maintenant au talent ou au jeu d'acteurs, etc. Attendez, il y a du talent, bien sûr, pour que vous soyez, comment vous dites, bankable. Bankable, ouais. Non, mais ce qui vous énerve, c'est qu'on vient vous voir souvent avec des scénars, on dit voilà, tiens, je te propose ça, et tu regardes, tu lis le scénar, et tu dis, écoute, tu sais très bien que c'est pas moi, le rôle, c'est pas moi, tu viens me voir juste pour pouvoir monter ton film, c'est tout. Mais sois honnête avec ça. Et malheureusement, et je comprends, même pour eux, c'est difficile de pouvoir monter des films avec aussi des inconnus, quoi. Alors qu'il y a énormément de talent, on le sait. La rumeur veut qu'avec Pierre Bellemare, vous ayez multiplié les petites blagues. C'est-à-dire que je pense qu'on est resté 1 heure sur Pierre, en fait, sur le jeu de mots avec Pierre. C'était insupportable d'ailleurs. Je sais pas comment il l'a pris, mais c'était tu es sous, Pierre, t'as pas de peau, Pierre, tu veux boire une pierre. Enfin, c'était vraiment très fatigant. Tu veux boire une pierre. C'est assez habituel. Oui, c'est assez habituel. Mais ça marche aussi avec Jean. Ouais. Sergent. Voilà, c'est un peu le niveau des vannes du tournage quand même. C'est dommage, on n'a pas retrouvé ça dans le film. Oui, c'est vrai. Mais il y a des jeux de mots à la fin quand même. Non, c'est bien, c'était assez doux quand même. On tournait, puis après on se mettait dans le couloir et on a beaucoup parlé d'ailleurs. Oui, bien sûr. On parlait de l'époque. Oui. Est-ce qu'il vous a vendu quelque chose? Non. Ah, mais il y a un moment donné il y avait peut-être un épluche légumes à un moment. Oui. Il y a quand même la petite machine de projection, ça quand même, c'est un grand moment quand même. C'est un très grand moment. La technologie américaine. En plus, vous êtes bien installé, vous avez un beau bureau. Ah oui, il est entièrement truqué par la production, avec des volets électriques et tout le bazar. Puis dites, c'était quand même le bureau de Claude Brosset juste avant, digne beau successeur quand même. Vous êtes renseigné un peu sur la façon dont ça se passait à la piscine ou dans d'autres endroits où on tirait les ficelles des espions, non? Mais non, mais si vous voulez, il faut dire, parce qu'il faut avouer toutes les choses. En fait, je n'aurais jamais dû tourner ce film, puisque c'était Robert Hossein qui devait tenir ce rôle. Et puis Robert avait des problèmes de santé, je ne me trompe pas trop. Et donc, brusquement, vous êtes retrouvé sans comédien. Un peu 3 jours avant. Voilà, nous a un peu 3 jours avant. Oui, pas loin, c'est ça. Voilà.
Et donc, je suis arrivé là, je découvrais tout, vraiment, car je n'avais pas vu personnellement le premier OSS, en plus de ça. Bah, apparemment, c'est très crédible. Hein. Très crédible. Ah, oui, très crédible. Je viens de tourner province, les gens saluent. Hein, vraiment, on salue le travail de Pierre. Non, mais c'est vrai, en plus, vraiment. Question de Madame Laurette. Dans quel film Grace Kelly tue-t-elle son agresseur avec une paire de ciseaux? Le crime était presque parfait. Le crime était presque parfait. Bonne réponse de Vincent Perrault. Alfred Hitchcock. Ah, dites donc, hein. Question de Monsieur Levasseur. À qui appartient la devise qui ose gagne? Thierry Roland. Alors, c'est une devise militaire. Oui. Ah, ça serait qui Clémenceau, Foch? Avant le XXe siècle, 19e siècle. Oh, 18e. Non, c'est plutôt à partir du XXe siècle et même pas au début. Ah bon, le général Bijard. Non, et encore une fois, c'est un corps d'élite, c'est pas un homme. C'est un corps d'élite, la Légion. Le GIGN. Les chasseurs. Les parachutistes. Les parachutistes. Bonne réponse de Jacques Maillot. Les parachutistes. Vous aviez ça sur votre série, je me souviens. Je pensais que c'était qui saute gagne, les parachutistes. Mais bon. Comment, Jean Dujardin, pouvez-vous faire bouger vos sourcils alors que le reste demeure immobile? Vous me direz que c'est pas très radiophonique. Non, je sais pas, j'en ai piqué un peu à Sean Connery pour ce rôle, et puis en fait, je sais pas, je l'ai fait, j'y pense jamais, en fait, je sais pas comment ça se passe. C'est naturel ou vous êtes exercé? Ouais, comme ça, c'est que la lèvre, là, quand je fais le chameau, s'il y a un truc comme ça assez étrange. C'est ça, je sais pas. Je dois dire, sans diminuer vos mérites, que ça vous donne pas l'air particulièrement intelligent. Pourquoi vous dites ça? Je reste bloqué. Est-ce que vous arrivez comme Fabius à en mettre un en bas et l'autre en haut? Non. Ça, c'est très difficile. Il n'y a que Fabius qui arrive à le faire. Non, je les contrôle pas, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont vacants. Les grosses têtes avec Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, entre 3h et 4h30, sur RTL. Un gars, une fille. Question incontournable. Tiens, voilà. Alors, tout allait bien, et voilà. Ça y est, les dossiers, allez. 4500 sketchs. C'est beaucoup trop, oui. Des millions de téléspectateurs. De téléspectateurs, oui. Et puis c'est fini? Ah bah oui, il fallait partir quand il faisait beau quand même. Ouais. Bah oui, parce que on a fait 4000 sketchs parce qu'on a terminé par le mariage, Happy End, et que je crois qu'une année de plus ça aurait été trop, quoi. Voilà. Et puis voilà, je suis toujours parti. On peut reprendre après un petit entracte, hein. Ça arrive à des couples de sœurs mariées. Non, mais vous savez, on fait des prolongations à la maison aussi, donc non, c'était bon. Non, mais en revanche, il y a une envie de se retrouver aussi sur un projet. On s'est retrouvés sur Lucky Luke, on a tourné Lucky Luke, elle joue dans Lucky Luke aussi, et elle écrit un film. Là, on s'est écrit un film pour tous les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut jouer dans Lucky Luke? Pas Madalton, hein, quand même. Elle s'appelle Belle. C'est voilà. Avec Prévost. Elle joue avec Prévost dans le saloon. Voilà, c'est la Belle du saloon. Voilà. Il y a eu un film déjà. Il y a eu un film. Oui, avec Terence Hill, absolument. Et je doublais le cheval. Oui. Mais vous avez... vrai, hein. Oui, tout à fait. Vous avez appris à monter à cheval, vous? J'ai appris avec Mario Luracci. Bravo. C'est super. J'ai pris un grand pied. Je suis parti 6 semaines en Argentine. Là, on est très gâtés aussi. Dans la même année, un agent secret, un cow-boy quand même. Ah ouais, c'est des rôles qui se trouvent pas sous le sabot. Oui, voilà, c'est ça. Une question de Madame Gentil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi la Royal Air Force a-t-elle fait courir le bruit que ses pilotes absorbaient des quantités astronomiques de bêta-carotène qui aiguisaient leur vue? On sait qu'Hitler leur donnait des myrtilles. Alors, on en donne toujours des myrtilles, et même les pilotes de Formule 1 en prennent régulièrement. Mais là, il s'agissait de cacher quelque chose à l'ennemi. Le radar. Les radars, exactement. On venait d'inventer le radar. C'est les Anglais qui ont inventé le radar. Il ne fallait pas que les Allemands le sachent. Excellente réponse de Pierre Bellemare. Vous voyez qu'il connaît tout sur l'espionnage. C'est un professionnel. Bellemare, c'est une couverture, bien sûr. C'est Armand, son vrai nom. Non, mais c'est vrai que c'était un avantage colossal pour l'époque et que les Anglais ne voulaient pas, évidemment, que les Allemands le sachent. C'est évident. Vous faites des procès quand on ne respecte pas, qu'on escalade un peu le mur de votre vie privée? J'en ai fait pas mal au début. Puis maintenant, ils nous emmerdent un peu moins, à vrai dire. Donc, il n'y a plus grand-chose. C'est tellement officiel maintenant. Oui, voilà, c'est pas très... Si la dernière fois, j'en ai eu en bas de chez moi, je
je l'ai tapé à sa vitre, je lui ai dit tu veux quoi? Il me dit bah t'as une promo en ce moment, tu sors un film. Je dis ouais, je suis avec mon scooter, je vais pas te faire une roue arrière, enfin il y aura rien de spectaculaire. Bah, il me dit bah je m'en vais, je dis bah voilà, c'est mieux. Oh très bien. Voilà, très bien, on va les voir, ça se passe plutôt bien en fait. Mais non, de toute façon si on commence à... Oui, cela dit, il y en a qui ont dit va-t'en, qui restent. Hein. Aussi. Oui. Il y en a qui provoquent des bagarres aussi. Il y a des malins quand même aussi, qui essaient un petit peu de vous mettre hors de vous pour shooter un peu le scooter. Et puis il y en a un autre à 20 mètres qui essaie de vous shooter aussi. Il y a des gros malins quoi. Mais vous en avez déjà surpris derrière les fenêtres? Oui, j'en ai surpris. Souvent quand vous partez en voyage, souvent vous êtes dans les hôtels, vous savez. Et puis vous voyez un petit catamaran qui arrive comme ça en face de vous, très suspect. Puis vous nagez. Et puis il dit ça va. Il me fait. Et puis là, vous voyez que c'est pas un quick snap, c'est vraiment un très gros appareil. Et je dis qu'est-ce que t'attends? Mais on voudrait le petit bisou. Je dis bah tu l'auras pas. Bon, on me dit je viens nager avec toi. Alors j'ai nagé avec un paparazzi, j'ai parlé pendant 1 heure avec lui. C'était un peu complètement absurde et il me dit mais parle-moi un peu du métier, dis-moi un peu ce que vous faites, comment ça fonctionne, etc. Il m'a donné plein de secrets en fait. Donc maintenant j'engaule parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls en filature en plus. Il y a pas mal de comédiens, j'en connais en tout cas, qui voudraient qu'ils restent et ils se tirent les journalistes. Ouais. Non mais c'est mieux d'aller les voir, de toute façon de leur expliquer parce que de toute façon ils vont faire la photo, donc leur dire demain déjà tu me fous la pète. Et si vous demandez un petit bisou, vous avez qu'à les embrasser pour voir leur tête. Hein. Ouais, on pourrait essayer ça. Non mais non ça va. Non mais je veux dire quand vous êtes chez vous, vous fermez les volets, vous... Non, mais ça y est, moi, non plus. Enfin, il n'y a pas de. Non, c'est une banalité affligeante. Ma vie, franchement, vous n'aurez rien de spectaculaire. Donc, Question de Madame Potiès. Qui composa la musique du film Nuit d'ivresse de Josiane Balasco? Oh merde, je sais oui. Ça devait pas être un compositeur habituel. Non. C'était un artiste de variété, certainement. Non. C'est pour le plaisir. Ça pourrait. C'est pas Jacques Dutronc. Alors, ils étaient deux, il y en a un des deux qui a disparu. Les Rita Mitsuko. Bonne réponse de Véronique. Les Rita Mitsuko. Oui, bien joué. C'est elle qui interprétait la chanson du film. Oh, dites donc, la pauvre Madonna, alors c'est pas son année. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle n'a pas pu récupérer son gamin, là. Et alors, les magazines People d'aujourd'hui qui sont pas au courant du refus de l'État africain de lui laisser adopter une seconde petite fille, titre avec une jolie photo, Madonna, sa nouvelle princesse. Et en fait, elle est partie parce qu'on a dit, bon, bah c'est fini, vous avez un gosse, vous en aurez pas deux. Elle sait déjà plus où les mettre, elle les confond, elle les numérote le matin. Enfin, ça reste entre nous. Répétez-le. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. La honte de l'invité d'honneur. C'est horrible comme truc. Oui, j'étais un cancre et j'ai un souvenir d'être resté comme ça 1 heure devant une division à un chiffre au tableau, avec vos amis derrière qui vous font t'y arrives pas, alors, et la prof qui fait alors, du jardin, alors. C'est 1 heure, ça dure très longtemps, une division à un chiffre, et je crois qu'on reste cancre. Il y avait un très beau bouquin d'ailleurs, de je sais plus qui, il s'appelait Cancre d'école ou Chagrin d'école. C'était de qui d'ailleurs ce bouquin? Oui, c'était de Pénac. Pénac, absolument. Oui. Et j'ai retrouvé tout ça en fait. Il expliquait qu'on était cancre toute sa vie, et c'est pas qu'on reste cancre, mais c'est vrai qu'on fait tout en fonction de ça, voilà, et qu'on veut plus jamais être cancre. Donc on essaie d'être un bon élève. Enfin, ça fait un joli parcours, être cancre au départ et finir débile à l'arrivée. Hein. C'est vrai. Seulement, c'est mieux vu aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est sûrement un moyen d'exorciser ça. Moi, j'ai retrouvé le prénom dont on vous avait affublé, le surnom dont on vous a fait affubler, hein, Jean de la Lune. Jean de la Lune. Ouais, c'est exactement. Parce que vous étiez toujours ailleurs. Hein. J'étais toujours à la place de Marcel Lacharge. J'étais la place près de la fenêtre. C'était une évasion. Aussi. Et c'est là que je voyais justement les gens travailler sur les chantiers, et je regardais les échafaudages et je me disais c'est ça que je ferais, parce que c'est ça la liberté. Voilà, derrière la vitre il y a ça, et c'est ce que j'ai fait en fait derrière du bâtiment. Quel souvenir ça vous a laissé le bâtiment? C'est formidable, c'est génial. Je savais que ça durerait pas, de toute façon, que je partais à l'armée après. Donc, mais c'est 2 ans de ma vie où j'étais totalement autonome, où j'étais libre, où quand j'étais petit, je voulais être grand. Là, j'étais un grand, voilà, et j'ai gagné ma vie. J'étais très heureux. Vous avez été aussi miroitier? Miroitier, 6 mois, ouais. C'est pareil, ouais, c'était une envie d'être autonome, quoi, d'avoir un petit salaire, de commencer manuellement les choses. Et pour moi, faire les choses, ça passait par ça déjà. Ouais, et puis miroitier, ça permet de se raser au bureau. Voilà, ouais. Et puis surtout de régler son ego aussi, quand même. Ouais. Et puis serrurier. Voilà, c'était lié en fait, c'était serrurier métallier en fait après. Voilà, c'était tous les ouvrages métalliques et de serrurerie et de. Ouais. Et puis, ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que j'ai été appelé au régiment, monsieur. Attention, j'ai été appelé pour faire la guerre. Ah bah oui. À Épinal, dans les Vosges.
Ça a été dur, hein, parce qu'il fait froid à Épinal. Il fait très froid, ouais, c'est continental, ouais. Très chaud et très froid. Mais c'était une super époque voilà, où j'ai rencontré beaucoup de copains, et que j'ai encore d'ailleurs, que j'embrasse. Et ça m'a permis de réfléchir aussi sur ce que j'allais faire derrière. Vous restez 1 an et vous dites, voilà, dans 1 an je sors, je fais quoi? Quelle est la prise de décision? Et puis vous voyez surtout des gens que vous ne reverrez plus jamais. C'est une catégorie sociale énorme, il y a une palette énorme. Et pour faire des sketchs, c'est une des plus grosses bêtises qu'on ait faites, c'est de supprimer le service militaire. Oui. On aurait pu faire un service civil, c'est autre chose. Un service civique, enfin. Mais il fallait le garder, il fallait surtout le garder. C'est le moment où tout le monde se voit, où tout le monde se réunit. Alors c'est vrai qu'après, bon, on voit des gens qu'on ne voit plus jamais, c'est vrai. Mais c'est une évidence. Parfois, c'est pas grave. Comment on a pu faire cette énorme bêtise. Ça reviendra peut-être. Il est question de refaire un service civique. Ça serait une bonne chose, je pense, pour l'intégration de beaucoup de jeunes. Ça serait très bien. Non, mais l'occasion, ça aurait été l'occasion d'en faire quelque chose de ce service. Et c'est vrai que c'était un peu mal fait. Le service militaire en lui-même était un peu mal fait, parce que des gens qui n'avaient pas de bagages, qui n'avaient rien, les mettre comme ça à l'ordinaire ou à la pelouse, enfin, ils n'apprenaient rien. C'est 10 mois et c'était un peu dommage. Alors qu'effectivement, si on trouvait une espèce de service civique, un truc intelligent, où on pourrait effectivement former, constructif, il y a déjà des mecs qui savent pas quoi faire, c'est l'occasion justement d'apprendre. Tu passes ton permis de conduire gratos. Ouais, il y a plein de trucs. Exactement. Et puis surtout, c'est que tu fais des bringues de dingue. Tu arrives, t'as jamais bu un verre d'alcool, tu ressors alcoolique au dernier degré. Vous n'avez jamais fumé, on vous donne des paquets, un tire-larigot. Moi, ce qui m'a déplu au service militaire, c'est de devoir saluer des gens à qui j'avais pas été présenté. Ça, Non, mais il y avait des missions fortes. Hein. Moi, le dimanche, j'étais de permanence, je gardais le coffre-fort, et un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort? Et on a ouvert le coffre-fort, il y avait des tickets de métro à l'intérieur. Donc c'est quand même des missions essentielles. C'est pas des trucs qu'on peut pas passer à côté, quoi. Moi, le souvenir que j'ai jamais su si c'était sérieux, si c'était une blague, c'est le premier jour. Il y avait un tas de terre dans la cour de la caserne, et il y a l'adjudant, le juteux, qui m'a dit, il faudra me creuser un trou pour enterrer ça. C'est une blague d'accueil, ça. Je crois. C'est comme la clé du champ de tir. Hein. J'ai fait mon service militaire dans les chasseurs à pied, et dans le bataillon, le plus grand, c'est 1m75. Et moi, je faisais 1m96. Donc j'ai passé 1 an et demi à entendre des adjudants me dire, je veux voir qu'une tête et surtout pas la vôtre à ma. Et c'était très déplaisant. C'était très drôle. Moi, j'ai des souvenirs aussi. Mes premiers sketchs, c'est ça. Moi, le sergent Bigot, c'était mon premier sketch, et j'ai entendu des choses. Mais tous ceux que je viens de citer, ils viennent avec moi. C'est que des fautes de français comme ça. On n'est pas des animaux. J'ai tout ça. C'est du vrai quand vous le marquez noir sur blanc. Ça fonctionne. Et il avait un problème avec les les xe. C'est-à-dire qu'il disait ça, c'est un cox. Le cox, ça se met sur la tête. Ça, c'est un max à gaz. Le max à gaz pour tout ce qui est vapeur toxique. Là, j'ai dit, il est temps de se barrer parce que... Rue d'école, hein. Rue d'école, ouais. Dernière citation de Monsieur Denorme de la Londe des Morts, qui a dit « Le cinéma ne m'a jamais plu. Pour être très franche, donc c'est une femme, je trouve que c'est un métier de con. » Oh, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bonne réponse. Bonne réponse de Péroni. Eh oui. Je vais maintenant demander à Vincent Perrault de raconter l'histoire du jour envoyée par Madame Rettler. Eh bien, c'est l'histoire d'une blonde qui est un peu en surcharge pondérale, voyez, en surpoids, et elle rend visite à son docteur pour lui demander un traitement efficace qui l'aiderait à lutter contre son embonpoint grandissant. Alors le médecin lui conseille et lui dit, écoutez, courez 10 km par jour pendant 30 jours et je vous assure que ça va favoriser une perte de poids importante et vraiment efficace. La blonde suit scrupuleusement les conseils du toubib et au bout de 30 jours, effectivement, elle est très satisfaite de constater qu'elle a perdu quelque chose comme 10 kilos superflus, ce qui est pas mal. Alors elle téléphone au médecin pour le remercier de son précieux conseil. Tout ça lui a permis de retrouver une silhouette parfaite, idéale. Elle est contente comme tout. Et quand même, à la fin de la conversation, juste avant de raccrocher, elle lui pose une dernière question. Elle lui dit, mais au fait, docteur, comment je fais pour rentrer? Et le docteur lui dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Elle lui dit, non, mais parce que je suis quand même à 300 bornes de chez moi maintenant. Hein, donc...